comment ça va? Mais ça va très bien, ça va très très bien. Alors on vient de voir Didier Deschamps face à la presse, c'est l'une des habitudes, ça fait partie de son métier de sélectionneur. Il a l'habitude évidemment, mais ça ne l'empêche pas de constater que son métier, eh bien, il a évolué. C'est ce qu'il a confié dans le journal L'Équipe ce matin. Je ne sais pas, en fait quand on lui demande si c'est plus dur aujourd'hui d'être sélectionneur, il répond « Je ne sais pas si c'est plus dur mais je m'adapte. Par rapport au créneau que j'ai, je vais à l'essentiel. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire, que ce soit sur le terrain et même en dehors. Tout est condensé. » Beaucoup de choses ont changé effectivement depuis ses débuts en 2012, c'était il y a 13 ans déjà. Et c'est notre pourquoi du jour. On va vous montrer pourquoi être sélectionneur est devenu le pire job du monde. Et oui, on va vous expliquer en 5 points que le métier a bien changé et pas dans le bon sens en s'appuyant sur les propos de Didier Deschamps. Alors premier point, c'est plus difficile footballistiquement. Le sélectionneur ne parvient pas à travailler comme il le souhaite, tout simplement, et ce, sur tous les aspects footballistiques. Regardez cette interview dans l'Équipe aujourd'hui aussi, cet échange entre Damien Degore et Anthony Clément qui ont réalisé l'interview pour l'Équipe, et Didier Deschamps. Que faisiez-vous en 2012 que vous ne pouvez plus faire? Des répétitions, nous dit le sélectionneur. Peut-on travailler physiquement en sélection? Non, les joueurs arrivent, on ne peut pas les changer. Et tactiquement, oui quand même, mais c'est réduit. Ce n'est pas que je ne peux pas tout faire, c'est que je ne peux pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, pardon, c'est que je ne peux pas. Je priorise. Alors on a à la chaîne L'Équipe quelqu'un qui connaît très bien le sujet, un certain Raymond Domenech. Il a une formule qui résume très bien ce qu'est devenu le métier de sélectionneur. C'est vraiment un travail maintenant de sélectionneur. On n'est plus entraîneur, on est juste sélectionneur parce qu'ils ont juste le temps de faire la récup, de se préparer, de mettre une mise en place et puis d'attaquer le match. Donc oui, c'est plus difficile en termes de gestion des joueurs puisqu'on les a moins longtemps, on a moins le temps de les préparer. Et Raymond nous amène vers le deuxième point, c'est plus difficile organisationnellement. Vous l'avez très bien dit, bravo. Grosso modo, c'est un problème de temps, en fait. Pour résumer, on en a beaucoup parlé dans cette émission, les calendriers surchargés, les cadences infernales, et donc les fenêtres internationales qui sont plus ramassées. Didier Deschamps nous dit, plus les saisons passent, moins on a de temps. Aujourd'hui, quand on a 15 jours pour préparer une grande compétition, on dit merci. Alors on a pris le sélectionneur au mot et on a vérifié, et effectivement, par rapport à sa première grande compétition internationale, c'était la Coupe du Monde 2014, et ben c'est de plus en plus court. Première phase donc, 28 jours, quasiment un mois, il n'en aura jamais autant par la suite. Le pire, c'est la Coupe du Monde 2022 qui était disputée en novembre-décembre, seulement 8 jours. Et bien figurez-vous que ce sera peut-être à peu près la même chose pour la Coupe du Monde 2026 qui arrive, parce que la date FIFA de mise à disposition des joueurs, c'est le 2 juin. Sauf que les Bleus, ils devront être arrivés en Amérique du Nord au maximum le 6, soit 5 jours avant le début officiel de la compétition le 11. Et le premier match aura lieu entre le 11 et le 17 juin. Donc ça veut dire entre 9 et 15 jours de préparation dans le meilleur des cas. On retourne voir Raymond qui nous explique pourquoi c'est important de faire une longue préparation. On a un mois et demi, on sait que le premier match il est tel jour et on peut calculer, programmer, mettre en place un entraînement pour que tout le monde soit prêt au même moment. Donc quand on a une visibilité un peu plus longue, c'est plus facile et nous c'était essentiel. En plus, il y avait des joueurs qui ne se connaissent pas trop et là ça permet vraiment de vivre ensemble, de construire quelque chose, de mettre en place l'organisation, de discuter beaucoup plus avec les joueurs. C'est essentiel. Quand on n'a pas ça, oui, on fait ce que fait Didier à l'heure actuelle, une mise en place la veille du match, et puis en espérant que ça marche. Troisième point, Romain, c'est plus difficile humainement. On dit que la vieillesse, c'est un naufrage, mais il faut aussi avoir du courage pour entraîner les jeunes. C'est lui-même qui le dit, Didier Deschamps, par rapport aux nouvelles générations. C'est dans Ouest France aujourd'hui. Les codes ont changé, ma manière de parler, par exemple, car ils sont différents, les joueurs. J'ai connu des causeries de 45 minutes et c'est long. Aujourd'hui, l'autonomie en face de moi est de 10 minutes. Et si on prend l'exemple des téléphones portables dans le vestiaire, à quoi ça sert que je me batte alors qu'ils ont la liberté de les utiliser en club? Et c'est vrai que l'équipe de France a pas mal rajeuni depuis la Coupe du Monde 2022. Et même encore très récemment, dans la liste des 23 de ce rassemblement de septembre, il y a 7 joueurs qui ont 23 ans ou moins et 9 joueurs qui comptent 10 sélections ou moins. Et vous connaissez l'impatience de la jeunesse, même si c'est trop votre cas, vous avez compris l'idée, quoi. En tout cas, vous faites une belle dernière. J'ai eu raison de vous faire confiance pour une semaine. Quatrième point, c'est plus difficile diplomatiquement. Là, on va parler des relations avec les clubs qui sont de plus en plus compliquées parce que les clubs n'ont plus de peine à afficher leur réticence à lâcher leurs internationaux lors des fenêtres internationales. Deschamps nous dit le pouvoir des clubs est bien plus important, leur pression est plus forte. La moindre petite alerte, oula, certains sont plus réfractaires, ça peut donner des idées aux autres, ils veulent minimiser les risques. Avec les clubs étrangers, c'est encore plus évidemment. Et pour illustrer ça, on a repris 3 exemples récents de tensions entre l'équipe de France
et les clubs. On revient au mois de juin, c'était il n'y a pas longtemps. La date officielle du début de rassemblement, c'est le 2 juin. Le staff tricolore convoque les joueurs à partir du 30 mai. Les dirigeants du Real Madrid demandent à leurs joueurs français de n'aller en sélection qu'à partir du 2. En octobre l'année dernière, Loïc Tanzi, Hugo Delon nous annonce que Chelsea fait le forcing pour que Wesley Fofana ne rejoigne pas l'équipe de France et qu'il reste au centre d'entraînement pour se préparer. Finalement, il restera avec les Bleus. Et puis en 2019, gros moment de tension entre le Bayern et l'équipe de France au sujet de Lucas Hernandez. Les Bavarois estimaient qu'il était toujours blessé. Ils ne voulaient pas qu'il aille en sélection. Ça a fini avec des déclarations par médias interposés, des communiqués et à l'arrivée, un imbroglio qui agace tout le monde. Si on résume, on va dire un petit peu trivialement, si les clubs pouvaient se passer tout simplement du football de sélection, ce serait sûrement pas malheureux. 5e et dernier point, c'est plus difficile médiatiquement. Déjà, on est un peu pénible quand même, nous, Bien sûr. faut le dire. Il n'y avait pas d'émission quotidienne à l'époque, ou de radio ou de télé. Exactement. Mais bon, en tout cas, ça fait partie du job. La pénibilité. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on peut faire le débat. C'est fini. Non, en tout cas, le poste, il est très exposé. Il y a des débats permanents, y compris sur notre antenne, évidemment. Ouais. Didier Deschamps en parlait lundi au micro de Giovanni Castaldi et de Jérémy Janingro. Il accepte les critiques, mais il y a des limites. J'ai aucun problème avec les analyses qui peuvent être critiques. Si c'est positif, c'est positif. Vous avez cette liberté-là. À partir du moment, il n'y a qu'une ligne qu'il ne faut pas franchir. Certains peuvent la franchir. Si vous restez que sur le domaine sportif et terrain, ça va. Si on va sur d'autres, le terrain humain, là, c'est pas pareil. Et il y en a des débordements sur l'humain, malheureusement. Raymond Domenech est bien placé pour le savoir, lui aussi. Il connaît cette pression médiatique, il nous en parle. Et il ajoute aussi le rôle des réseaux sociaux, même si lui ne les a pas vraiment connus entre 2004 et 2010. C'est le poste le plus difficile, parce que la critique, tout le monde. Quand on est dans un club, ceux qui nous critiquent, c'est les gens de la ville. Quand on est en équipe nationale, ceux qui nous critiquent, c'est les gens du pays. Maintenant, on est à 70 millions. Je pense que ça peut être pire maintenant, parce qu'il y a les réseaux. Et les réseaux qui donnent leur avis en permanence avec des gens qui croient savoir, qui expliquent comment il faut faire, ce qu'il faut faire, nos émissions. Aussi, les joueurs sont sensibles à tout ce qui se dit, à tout ce qui est raconté d'une manière ou d'une autre. Et quand ils sont égratignés, quand ils sont touchés, ils veulent faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, en général, c'est l'entraîneur. Alors, il y a quand même un point positif quand même dans tout ça. Absolument, c'est le mot de la fin et c'est pour Raymond, une nouvelle fois. C'est un métier extraordinaire, malgré tous les problèmes, malgré tout ce qu'on subit en permanence. Si je pouvais repartir demain matin, je repars ce soir. Et voilà, c'est la grande annonce de cette émission. Raymond 2026, attention, Zinedine Zidane, c'est pas fait parce que notre Raymond n'est pas encore à la retraite. Bon, en tout cas, ce poste de sélectionneur, il est de plus en plus difficile et c'est le cas pour tous, pas seulement pour celui de l'équipe de France. Deschamps le disait dans l'équipe aussi. Je sais pas pour vous, personnellement, je passe mon tour, même pour plusieurs millions d'euros, je préfère encore bosser avec Greg Hacher. Eh ben, bravo. Bravo. Mais normalement, vous êtes en train de mentir. Quand vous millions d'euros, vous me quittez, mais je vous encourage. Franchement. Mais franchement, il passe une partie de sa vie à Monaco, il voit les meilleurs joueurs. Je pousse jusqu'au bout. Il n'a pas la pression quotidienne. Olivier Rouillet, vous avez été entraîneur du quotidien. Il n'a pas ça. Il y a beaucoup. Voilà, tout ce qu'il a dit est sans doute très juste. Mais moi, je trouve que c'est quand même. Non, ce qui est le plus juste, peut être satisfaisant comme peu. Ce qui est le plus juste, c'est ce qu'a dit Raymond à la fin. C'est un métier extraordinaire. Bah oui. Parce que ça reste un métier extraordinaire. Il y a rien de plus extraordinaire pour un entraîneur ou un sélectionneur, même si on a le sentiment que le sélectionneur a moins le temps, mais de faire progresser son équipe. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que ça vous procure. Et Vikash va apprendre tout ça, parce qu'il va être un futur entraîneur. Il est déjà mais entraîneur quand il emmène son équipe, quand vous emmenez votre équipe individuellement et collectivement vers le summum, ce qu'a fait Didier en Russie pour la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand t'emmènes tes mecs, c'est ça qui est fabuleux. Alors après, bien sûr qu'il y a les contraintes, bien sûr qu'il y a les évolutions, bien sûr que tout le monde a son petit sentiment, tout le monde, bien sûr, on l'a toujours dit, il y a 70 millions de sélectionneurs en France, on le sait, mais ça fait partie du jeu. Et je pense même que quelquefois, Didier, tout comme Raymond, s'en sont bien amusés. Ah oui, vraiment, c'est certain. Didier, je ne sais pas, on lui demandera quand il sera chroniqueur, peut-être l'année prochaine. Vikash Dorasso, vous avez été avec les Bleus, vous avez connu plusieurs sélectionneurs. Ah non, vous avez connu Raymond. Non, plusieurs. Non, vous avez connu plusieurs. Roger Lemaire. Vous avez Roger Lemaire aussi. C'est un métier qui vous intriguait quand vous étiez joueur. Vous trouviez ça comment, sélectionneur? C'était quoi le regard d'un joueur par rapport à son entraîneur de club sur le sélectionneur? Il peut choisir tout le temps parmi tous les meilleurs joueurs français du monde entier.
C'est juste extraordinaire. Il peut décider de ne pas prendre ce type-là parce qu'il ne lui plaît pas, parce que ça ne va pas dans le groupe. Enfin, il a une liberté folle. Alors déjà, il ne bosse pas... c'est pas ouf, quoi. Et puis, je trouve que... Puis tu deviens une méga star, quoi. Alors, il l'est aussi, mais tu deviens un homme ultra important. Au moment où Raymond Domenech, il est sélectionneur, il fait partie, avec le président de la République, d'un des hommes les plus importants du pays. Sûr. Et moi, ce que j'adore dans le métier d'entraîneur et de sélectionneur, c'est vraiment prendre des décisions et devoir assumer ses responsabilités. C'est ce qui est kiffant, quoi. Je veux dire, de choisir des joueurs, d'assumer ce qui s'est passé après, bien, pas bien. Je trouve ça fantastique. En plus, Olivier, il l'a connu, quoi. Je veux dire, on fait des erreurs, on gagne, on perd. Après, tout ce que disait Romain, c'est des évolutions et on fait avec notre époque, une des époques qui changent. Mais je pense que les sélectionneurs à toutes les époques avaient des contraintes qui étaient différentes. Voilà, moi je trouve que... Moi je veux être sélectionneur. Après Zizou. Ça en fait du monde. Après Zizou. Ah, de l'équipe de France quand même. Après Zizou. Ah bah l'île Maurice l'Inde, ça c'est déjà fait. Non. Ça c'est pour bientôt. C'est une info. Ah, tu l'as pas volé celle-là. Mais non, mais ça aurait pu être de n'importe quelle sélection. Ah, moi je trouve que le sélectionneur. Non, mais je trouve que les sélectionneurs. Moi je trouve qu'on doit être attaché au pays. Je trouve que ça a du sens aussi peut-être. Je trouve que ça vaut le coup. Mais Carlo Ancelotti, le Brésil. Non. Alors donc Julien. Mais le truc, non, mais ce qui pourrait être valable, c'était si sélectionneur français, ça pourrait être le pire job si c'était le seul à avoir vu son métier évoluer. Sauf que ça a évolué pour tous les sélectionneurs du monde et qu'il y avait 1 mois de préparation avant, il n'y a plus que 8 jours aujourd'hui, mais c'est le cas pour le sélectionneur brésilien. Je pense que Ancelotti aussi, il aimerait avoir plus de temps pour préparer ses joueurs. Moi, j'ai du mal à comprendre le coup de la préparation. Allez-y, finissez, je vous pose la question. En fait, le truc, c'est qu'il y a plus de matchs aujourd'hui qu'avant en sélection, mais il y a moins de préparation. Ce qui fait que les gens qui sont exigeants et qui regardent beaucoup de foot, ils ont effectivement peut-être tendance à se dire « j'aimerais bien que l'équipe de France joue de manière plus offensive ou plus sympa ». Il va le faire en l'occurrence parce qu'il a du temps avec beaucoup de matchs. Il ne le faisait pas quand il avait beaucoup de temps. Donc. Il n'avait pas autant de joueurs de talent créatifs devant. Oui, mais est-ce que l'intégralité du pays a envie de ça ? L'intégralité du pays a envie de gagner, en fait. Évidemment. C'est que le job de sélectionneur, c'est particulier par rapport à ça. Il y a la plupart des gamins que l'équipe de France en 2018, elle ait joué le feu ou pas le feu. Ce qui compte, c'est qu'elle ait gagné. Donc, c'est un job vraiment particulier. Oui, mais 2024, c'était dur. Franchement, il y avait moins de coups de cœur. L'Euro était pas terrible. Ils n'ont pas gagné, en plus. Oui, en plus, ils n'ont pas gagné. Il n'y avait pas de jeu. Mais je rejoins ce que vous dites, gagner. Et surtout que lui, c'est vraiment son mantra. Voilà, c'est quelque chose qu'il fait. On a fait un pourquoi sur l'empreinte qu'il pourrait laisser. Pourquoi est-ce qu'il joue gros avec la dernière année, avant l'arrivée de Zidane, évidemment, et de se dire qu'il mérite sans doute plus qu'un seul trophée, finalement. Et pourtant, c'est le trophée ultime. Je voudrais qu'on revienne sur ce trophée, Dave. Moi, quand j'entends Raymond, que j'adore, mais je vais le contredire, enfin, en tout cas, je vais me mettre en opposition. Il dit, avant, on avait du temps, mais la Coupe du Monde au Qatar, on a 8 jours, on est en finale, ça se joue à un demi-penalty. Oui. Et donc, à partir du moment où vous avez du talent et des joueurs qui se connaissent, vous avez vraiment besoin de 21 jours, tout le monde attigne, et je repars et je respire plus en escalade dans le Mont Blanc. Il y a une différence dans votre démonstration, c'est que la Coupe du Monde n'était pas placée au même endroit dans le calendrier. Bien sûr. Vous arriviez, les joueurs étaient en pleine forme. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que la compétition a été plutôt d'un très bon niveau, notamment en termes d'intensité, etc. Voilà, ça a participé à ça. Le problème, il est pour les compétitions qui sont classiquement les phases finales qui arrivent en fin de saison. Et les stars sont fatiguées parce qu'elles sont allées loin. Voilà, et puis là, tu as une Ligue des Champions qui est maintenant gargantuesque. Je veux dire, tu peux avoir un Hakimi, alors ils ne vont pas être 12 000 dans son cas, mais qui a quasiment fait 2 ans quasiment non-stop parce que lui, il a fait les Jeux l'été dernier. Donc lui, déjà, il n'a pas eu d'été. Il va de plus en plus vite. Oui, c'est vrai. Et plus ça va, plus il est fort. Vous avez raison. C'est peut-être un peu. Il va faire la CAN au mois de janvier. Non, mais c'est vrai que ça, c'est une contrainte, mais parce que la place des sélections, et c'est tout le paradoxe, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de matchs, il y a eu des compétitions comme la Ligue des Nations, des choses comme ça, mais à côté de ça, la place des clubs étant de plus en plus grande, là on parle d'une Coupe du Monde des clubs maintenant tous les 2 ans. Donc vous imaginez. Il n'y est pas, mais on en parle. Voilà, ça en parle. Le simple fait, vous savez, quand on commence à en parler, généralement, vous savez quand ça finit. C'est comme le VAR. On a commencé à en discuter, puis à un moment, hop là, il y a un VAR quand même. Oui, c'est ça. Et je pense que de plus en plus, tu vas être. Il y a un VAR. Voilà. Et de plus en plus, tu vas être dans ce que Didier Deschamps, et là où il excelle d'ailleurs, c'est dans l'adaptation. C'est-à-dire que la préparation, le style, le travail de fond, ça va être de plus en plus compliqué, mais lui, il a un matériel de tout premier ordre. C'est-à-dire que avec le talent, un peu d'organisation et sa qualité de management, généralement, tu peux voyager loin. Le problème, il est pour les sélections qui n'ont pas tout ça et qui doivent créer quelque chose de plus. Là, mais là-bas, c'est le talent.
Bah, bien sûr. La base de tout ça, de tout ce qu'on est en train de dire, c'est le talent. Comme autour de cette table. Non, mais à partir du moment où tu as des joueurs, quand tu vois la ligne d'attaque qui nous est proposée cet après-midi, ce soir, tu te dis, là, j'ai pas besoin de 150 ans pour préparer une ligne d'attaque comme, je dis pas aussi parfaite, mais elle est quand même belle. Donc c'est, à mon sens, beaucoup plus facile. Il y a un truc, c'est que l'Espagne fausse le jeu. C'est-à-dire que comme ils ont un style, on croit tous qu'on peut tous jouer comme l'Espagne. Parce qu'on dit tous, ah non, on joue pas, l'Espagne a un style. Ils veulent tous jouer comme le PSG en club. Non, mais c'est ça, il n'y a qu'une équipe, il n'y a qu'une sélection au monde qui a ce talent. Il fallait le dire. C'est de la bêtise, ça, c'est de la bêtise. Non, alors commencez pas votre débat. Allez, merci Romain.